Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais réaliser une interview assez spéciale, une interview qui s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent devenir coach ou qui ont peut-être commencé ce métier-là, ce magnifique métier, et qui aimeraient bénéficier de conseils d'un expert pour avancer, pour prendre confiance par rapport à ce métier, pour comprendre quel est ce métier, quels sont les prérequis et tout ce qui est nécessaire pour exercer ce métier. Et pour cela, aujourd'hui, je reçois Paul Pironnet. Bonjour, Paul. Eh bien, bonjour Olivier, très heureux de partager ce petit moment avec toi, surtout Et sur cette... merci beaucoup de ton temps pour nous permettre de parler de ce sujet-là. Est-ce que tu pourrais te présenter, Paul, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore? Oui, alors passionné d'évolution personnelle depuis de très nombreuses années. Je suis aujourd'hui, enfin, j'occupe mon temps aujourd'hui principalement à l'animation de formation, de séminaires. Donc, je forme et accompagne des personnes justement dans les métiers de transition de vie. Donc, ça peut être transition personnelle, c'est-à-dire qu'on va parler d'évolution personnelle, et puis pour beaucoup de transition de vie professionnelle, puisque très souvent, la plupart de ces personnes ensuite vont vers des métiers justement de l'accompagnement. On va en parler ensemble, accompagnement individuel, accompagnement collectif, les métiers de la formation, enfin, etc. Voilà, donc ça fait 33 ans maintenant, puisque j'ai 56 ans. J'ai commencé, je vis de ce métier depuis l'âge de 23 ans, donc c'était assez jeune à l'époque et pas du tout connu sous l'angle du coaching. On parlait éventuellement de thérapie, sinon après de formation. Moi, j'ai beaucoup plus développé mon activité au sein des organisations d'abord. Dès novembre 1987, je me souviens, c'était là que j'ai fait mes premières interventions où j'ai été payé en fait. Et puis après, ça s'est développé beaucoup dans le monde des organisations, des entreprises. Et puis à partir de 1990, j'avais déjà une sensibilisation à la PNL et j'ai beaucoup privilégié en fait cette approche après m'être formé à beaucoup d'autres approches, à la fois à travers ma période d'évolution personnelle, on va dire, où moi-même je suivais beaucoup on va dire des chemins, on pourrait dire, de la psychologie humaniste à l'époque. On parlait des courants de la psychologie humaniste, Ouais. qui étaient donc assez variés. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler sur le corps physique, sur le corps énergétique, sur les émotions, bien sûr, tout ce qui est plutôt mental, spirituel et autres. Donc, j'ai commencé par faire de la gestalt, de la sophrologie. J'ai fait aussi beaucoup d'analyse transactionnelle que j'ai utilisée après dans le cadre de ma formation de formateur en relations humaines, que j'ai exercé à partir donc, de 1987. Et puis en 90, je suis revenu à la PNL. Et du coup, j'ai vraiment une passion pour cette approche que je trouve particulièrement intéressante parce que pragmatique, parce que extrêmement valorisant, parce que s'appuyant vraiment sur tout ce qui concerne le cerveau, le système nerveux, et autrement l'évolution de la personne à travers sa manière de penser, sa manière de réagir émotionnellement, et puis aussi l'intégration de stratégies, on va dire, de comportements plus positifs pour aller en fonction de ses priorités de vie. Voilà, donc en fait, ma vie, elle est très axée évidemment sur cette évolution personnelle qui me passionne depuis toujours. Et puis voilà, sinon quand je ne travaille pas, je vis en Savoie. Voilà, je suis passionné par les gens, le Un monde. beau département. Ouais, c'est un petit département. Mon Ouais. entreprise est à Lyon. On travaille beaucoup Ouais. sur Lyon et Paris. Et Très puis, belle on ville a la également. particularité d'avoir une grosse université d'été en montagne. L'été, Ouais. c'est des années, 20 ans maintenant que je fais ça, 25 ans. À Pralognan, c'est bien Après ça. l'Oignan, voilà, je vois que tu es bien Yes. renseigné. Hmm. Ouais, c'est très Ok. sympa. Donc, c'est une belle Ouais, ouais. aventure. C'est un métier magnifique pour ceux qui nous écouteraient et qui auraient envie d'aller vers les métiers de l'accompagnement. Je ne peux que si c'est quelque chose qui vous parle dans votre cœur, que vous inviter à, à ouvrir cette dimension parce qu'elle est vraiment. Hmm. Ouais, justement, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui pour le moment n'est pas encore coach, ou en tout cas n'est pas encore coach dans sa tête, qui aimerait exercer ce métier, qui hésite, qui se dit mince, j'ai pas encore les compétences pour le faire, mais j'adorerais ce métier, mais il me manque un petit déclic, il me manque que quelqu'un me dise quelque chose qui me permettrait de le faire. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Ou peut-être au Paul je sais pas, d'il y a quelques années qui serait dans la même situation. Peut-être que toi aussi, tu as vécu ça il y a quelques années. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne?
Alors, surtout si elle est jeune, parce que j'imagine qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui sont jeunes qui veulent aller vers ces Ouais, métiers. Parce que ce qu'on m'a dit à moi, ce que j'ai pu dire à des jeunes comme David Laroche et tout ça que ouais. j'ai beaucoup formé, font partie de ces personnes qui ont pas mal réussi dans ces métiers. La première chose, c'est est-ce que j'en ai réellement envie? Et deux, est-ce que j'y crois? C'est les deux premières questions parce que c'est les fondamentaux, en avoir envie et y croire. Après, je dirais que l'évolution personnelle est très importante dans ce métier parce que la meilleure chose que vous ferez faire aux autres, c'est ce par quoi vous êtes passé. Donc, vous occupez de votre développement personnel, ça c'est sûr. Déjà, commencez par vous. Et puis, bah, si le cœur vous en dit, bah, commencez à faire du coaching. Faire du coaching, ça ne veut pas forcément, pour l'instant, répondre forcément à tout un ensemble de normes qu'on apprend, parce que je vais vous dire par la suite que c'est un vrai métier, la formation. Et s'il y a bien un conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est de vous former sérieusement, parce que c'est un vrai métier. C'est pas un, voilà, il faut 2 ans pour faire un bon plombier. C'est pas en 3 semaines qu'on fait un bon coach. Par contre, on lui donne des bonnes bases. Hein, dans n'importe quel séminaire, on peut acquérir des bonnes bases, on va dire, et puis après, de consolider. Et la meilleure façon de consolider, c'est mettre en pratique, en commençant déjà par soi, et puis après, en s'ouvrant évidemment au fait d'accompagner les autres. Donc, on n'a pas besoin d'être coach reconnu ou formé pour commencer à faire de l'accompagnement, si on aime ça. Par contre, ça n'empêche pas de se former parce que parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas savoir comme ça. Enfin, je veux dire, un être humain, ça répond à des lois quand même relativement précises. Et si vous voulez aller loin dans ce métier, en tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a conseillé au départ. On ne parlait pas de coaching, mais on parlait de métier d'accompagnement déjà. Et c'est clair que la formation, rien ne remplace la formation. Dès que vous développez une expertise dans un domaine, vous allez tout de suite gagner en efficacité, en plaisir, en confiance en vous, simplement parce que vous savez de quoi vous parlez. Voilà. Donc, aucun frein pour démarrer. Ça, c'est vraiment mon message. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des formations. Si vous sentez que vous avez envie d'aider un ami, un copain, une copine, faut le faire. C'est en coachant qu'on devient un coach en fait. Hein. Euh, mais, euh, mais clairement, formez-vous. Formez-vous parce que toutes les formations que vous allez faire, alors il y a des formations aux outils et puis il y a des formations au coaching. Les formations au coaching sont assez variées. À l'origine, tout ce qui a structuré les premières formations de coaching. Le coaching, il est né en France, en tout cas sous l'angle vraiment de l'accompagnement, dans les années 95-96. Je fais partie des premières personnes à offrir d'ailleurs ce type de prestations avec, à l'époque, mon associé de l'époque qui s'appelait Alain Quérol. J'ai créé ma première école de coaching, de PNL, pardon, en 1990. Donc la PNL existait déjà, comme il y a des courants analyse fractionnelle, PNL, Gestalt, systémique, tout ça, ce sont un peu les gros outils en fait qui sous-tendent en quelque sorte l'accompagnement et le développement humain. Et puis à partir de là, eh bien, il y a des métiers qui se sont créés, comme le coaching. Le coaching a énormément évolué. J'ai envie de dire, même dans ces 5 dernières années, il a pris beaucoup plus de raffinement, puisqu'on parle de coach à peu près dans plein de métiers. Donc, il y a le coaching en soi, qui consiste à accompagner, donc aider une personne à définir où est-ce qu'elle en est, où est-ce qu'elle a envie d'aller, et ensuite comment elle peut mobiliser des ressources, que ce soit intérieures ou des capacités, des stratégies à mettre en place pour se rapprocher de ses objectifs. Voilà. Donc après, la large palette d'outils, enfin, je veux dire qu'il y a une très large palette d'outils. Hein. On peut faire de la PNL, on n'est pas obligé, on a des coachs en année transactionnelle, on a des coachs. Voilà. Le métier de coaching, ça consiste à accompagner. À l'origine, ça vient d'ailleurs du monde du sport. Le cocher, hein, à l'origine, c'est celui qui conduit la carriole. C'est bien de là, en fait. Le cocher, c'est celui qui nous prend quelque part et qui nous amène dans une destination. Et après, c'est né dans le coaching. Le coaching est né surtout d'abord dans le monde du sport, où on poussait fortement les individus à aller vers un maximum de résultats. Après, il a évolué vers un coaching plus orienté on a commencé à voir apparaître dans le monde des entreprises, toujours avec un accent très poussé sur la performance. Et puis, dans la continuité de toutes les approches dites plus thérapeutiques, entre guillemets, hein, qui font partie de ces différents courants de la psychologie humaniste que j'évoquais au départ, on a trouvé un coaching un peu de troisième génération, qui est un coaching qui n'est pas seulement axé sur de la performance, mais sur justement un équilibre entre ce que la personne est, fondamentalement, ce à quoi elle aspire, ce qui répond à ses valeurs, et puis de la performance. Vous voyez, donc, les deux bouts se sont un peu rassemblés. Et puis maintenant, on voit apparaître un nouveau forme de coaching qui est un coaching plus collectif,
on en parle depuis des années, mais je pense que c'est la partie qui va grandir beaucoup encore dans l'avenir. Parce qu'il est vrai que quand on accompagne une personne, à l'égard de son environnement, si elle est seule à être accompagnée, je pense à des gens qui sont en couple, par exemple, ou des gens qui travaillent ensemble en tant qu'associés ou au sein d'une organisation, à bien accompagner une personne, elle va finir par répondre à des questions qu'elle ne se posait pas jusqu'alors. Elle va donc grandir sur ses aspirations, sur ses visions, sur ses stratégies, sur tout ce qu'elle veut mettre en place, sur ses relations. Et donc, du coup, si l'environnement ne grandit pas avec, elle va se dissocier de cet environnement et voilà. C'est pour ça que la dimension du coaching d'équipe ou collectif, en tout cas, elle devient de plus en plus. Voilà. Ok, super. Quelques mots. C'est très clair en tout cas. Qu'est-ce que tu parlais tout à l'heure de deux types de formation, formation aux outils, formation au coaching. Par rapport à cet aspect coaching pur, quelles sont selon toi les qualités qui sont nécessaires à une personne au niveau de son savoir-être, au niveau de son savoir-faire, pour pouvoir apporter de la valeur, pour pouvoir être bonne dans ce métier? Alors, il faut savoir que toute personne, à partir du moment où elle se met à l'écoute d'une autre personne, elle va de fait lui apporter de la valeur. Ensuite, dans un coaching, il y a deux dimensions. Il y a la dimension, on va dire, vraiment du savoir-faire qui consiste à finalement ne pas parler de soi en tant que coach, ni de son expérience, mais être complètement focalisé, si je puis dire, sur l'écoute de la personne, en l'occurrence là où elle en est, là où elle veut aller, les ressources. Donc là, en fonction des outils que je vais posséder, je vais avoir un niveau de coaching de plus ou moins avancé. Puis ensuite, on a une autre forme de coaching qui prend aussi de plus en plus de place, où là, la place du consultant, en quelque sorte, est de plus en plus importante. On va parler d'un coaching, par exemple, de santé, un coaching nutritif, un coaching sportif, où là, le coach n'est pas seulement là pour aider la personne à grandir, elle est là pour, au fond, l'aider à établir un diagnostic. Et en fonction de ce diagnostic et des objectifs de la personne accompagnée, eh bien, il y a un doux mélange entre l'écoute de la personne, ce qu'elle veut, et puis les conseils que le coach va lui apporter parce qu'il a une expertise dans un domaine donné. Auquel cas, du coup, on élargit en fait le métier fondamental du coach à celui de consultant ou de conseiller. Voilà. Et à partir de là, on a aussi des personnes qui ont évidemment une expérience ou une expertise importante et qui vont faire du coaching sans forcément avoir été formés au coaching. Ce qui veut dire qu'ils seront là et ils seront tout aussi efficaces pour écouter une personne et puis lui donner peut-être des éléments pour clarifier où elle en est, où est-ce qu'elle veut aller, et puis surtout donner des conseils en quelque sorte. Mais là, on sort un peu du métier de base du coach. Donc, tout ça pour dire que le coaching, aujourd'hui, ça a une multitude de facettes en fait. Mais la base du coach, ce n'est pas d'apporter des réponses. La base du coach, c'est d'aider la personne à trouver des réponses. Mais en même temps, si la personne qui accompagne a une expertise à partager, c'est clair que ça va être aussi intéressant pour la personne accompagnée. Moi, par exemple, quand je me fais coacher, je vois bien la différence qu'il y a entre un coach qui peut être très, très bon et qui est juste là pour m'aider à me poser des bonnes questions et à me faire avancer, et celui qui, au-delà d'un coaching, entre guillemets, est là aussi pour me faire part au fond de sa compétence pour établir justement un diagnostic sur là où j'en suis, là où je peux aller, et puis surtout m'apporter des ressources que moi, je n'ai pas en termes de connaissances, de pratiques, de savoir-faire. Auquel cas, on élargit le coaching à une prestation plus de consultant ou de conseil, en fait. Tu sens la différence. Donc, tout ça, ça fait parfois partie d'un même package qui fait que c'est en se formant, en fait, au métier que les frontières de ces différentes enveloppes se dessinent et du coup s'affinent aussi en fonction des coachings qu'on a envie de faire. Mais j'ai quand même envie de dire que la première chose, c'est de savoir écouter une personne. Juste ça, c'est déjà l'aider. Ouais, je suis tellement d'accord. Je parle beaucoup aussi de casquettes, différentes casquettes qu'on sort au moment opportun, justement pour aider la personne. Casquette de coach, casquette de consultant, casquette de formateur, parfois casquette de mentor. Ouais. Là où je verrais un risque, parce qu'en fait, c'est ça la question, c'est y a-t-il un risque finalement à faire ce métier? Le risque, ce serait, mais c'est
je vais dire, c'est un peu rarement le cas, mais le risque, c'est de faire de la réalité de l'autre sa propre réalité. C'est-à-dire que comme moi, je vais être sensible, par exemple, à de la performance, je vais être sensible à la relation aux autres, je vais avoir une tendance, le risque, hein, c'est ça, c'est avoir une tendance de projeter un peu ma propre réalité à travers celle de l'autre. Ce risque n'est jamais réduit à zéro, mais c'est quand on connaît ce risque qu'on le prend en compte, en fait, on le gère. Et c'est aussi ça, le fait de se former, c'est qu'on apprend à être attentif à ces risques, parfois de ne pas confondre les deux mondes, entre le mien et celui de la personne que j'accompagne. Ouais, et puis c'est le premier prérequis de la PNL que tu enseignes, c'est chacun une carte du monde qui est différente, quoi, finalement. Absolument. Et alors, le savoir est une chose, et après, c'est à intégrer dans sa pratique, tu vois. Ouais. Voilà. Ouais, je suis complètement aligné avec ça. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, ce que je trouve de vraiment intéressant, et on le voit dans l'évolution de l'éducation, notamment de l'éducation en ligne, hein, tout ce qui touche à la formation de près ou de loin, c'est qu'on fait plus seulement appel à des experts aujourd'hui. On fait appel juste à des personnes qui ont une expérience de transformation personnelle, sans forcément qu'ils soient experts. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un changement un peu d'axe. Ça n'empêche pas qu'on fait toujours appel à des experts, hein, mais il y a en même temps, je ne sais pas moi, Olivier, tu imagines que tu aies vécu une séparation un peu compliquée, etc., et que tu fasses part juste de ton expérience de transformation de vie autour de ça, où tu as perdu un emploi, où tu te redresses d'une situation qui a été compliquée. Et bien du coup, des gens sont prêts à te suivre ou à t'écouter simplement à travers ton expérience parce que ça va leur parler, en fait. Tu vois. Et à ce titre, alors on n'est pas complètement dans du coaching, mais la réalité, c'est que si je suis intéressé par ton expérience et que j'ai envie de me connecter à toi pour en savoir davantage ou échanger avec toi, ben, on va se retrouver à un moment donné dans quelque chose qui se rapproche du coaching. Ouais, tout à fait. C'est ce que je placerais dans la casquette de mentor, en fait. Toute cette partie inspirationnelle, toute la partie qui consiste à avoir déjà vécu la transformation, à avoir déjà vécu les choses et pouvoir inspirer la personne en faisant attention, comme tu le disais, au phénomène de projection, parce que l'autre qui en est en face de nous n'a pas du tout le même système de valeurs, n'a pas du tout la même sensibilité que nous. Faire très attention à ça et utiliser la bonne casquette au bon moment. Absolument. Ouais. Absolument. Ouais, et puis après, il faut savoir que c'est notre type de coaching qui va aussi attirer les personnes, parce qu'il y en a pour tous les niveaux. J'ai envie de dire, il y a un peu le regret de le dire, mais quand on voit Madame Soleil dans les journaux, Madame Soleil, les gens la payent pour avoir un retour. Et donc, il y a des gens qui ouais, ça va leur convenir, ça va les aider quand même, ça va les soutenir. Et puis après, on peut faire appel à l'autre extrémité, à des gens qui ont, qui ont vraiment une compétence très pointue dans un domaine, ou en tout cas que je vais choisir parce qu'ils ont cette dimension humaine, ils ont cette dimension d'écoute, ils ont cette dimension ils ont cette philosophie, cette culture, quelque chose qui fait que du coup, avec eux, je vais grandir en fait. Voilà. C'est très large le monde du coaching. Tout va se construire d'abord sur une relation de confiance. Tu parlais d'écoute tout à l'heure comme étant une des qualités les plus importantes. Quelles sont, selon toi, les 2 à 3 choses qui font la différence entre un coach moyen et un très bon coach? Tu l'as dit, la première, je pense que c'est la qualité d'écoute. Ouais. La deuxième, c'est de savoir, c'est pas seulement dire, mais montrer à la personne qu'elle a en elle des ressources qu'elle ne perçoit pas encore, en fait. Pour moi, un grand leader, c'est quelqu'un qui est capable de voir en toi des ressources que tu n'as pas encore. Ouais. Et probablement parce qu'il a déjà fait ce cheminement-là, où il a déjà accompagné des gens, tu vois, dans cette croissance. Donc, du coup, il va t'ouvrir, ne serait-ce que par sa considération, et il va t'ouvrir des portes que tu ne vois pas. Et ça, c'est pour moi une grande qualité d'un coach. Quoi d'autre encore? C'est, comme on le disait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va faire la différence entre ton monde et le sien, en fait. Voilà, c'est 2 frontières, qui est capable aussi de parler de lui. Moi, je crois que c'est une grande qualité, un coach, de pouvoir parler de sa sensibilité, de ce qu'il vit aussi. Mais il va le faire d'une manière, je ne vais pas dire stratégique, mais une manière… c'est une dimension humaine de la relation. Un coach, ce n'est pas seulement quelqu'un qui pose des questions comme une machine qui poserait des questions et qui répond. C'est quelqu'un qui a aussi une sensibilité. C'est quelqu'un qui est à l'écoute de lui-même, tout comme il est à l'écoute de la personne qui l'accompagne.
Et c'est dans cette double dimension, je crois, qu'on gagne. Et puis enfin, c'est quelqu'un qui, voilà, qui s'est formé, voilà, qui ne cesse aussi de se former, qui est dans cette démarche à la fois personnelle d'évolution constante et puis qui a à cœur d'aider les autres à faire de même avec eux, en fait. Donc ça devient un art de vivre, en fait, hein, l'attention, cette vigilance à soi-même et aux autres. Voilà un peu ce qui, pour moi, ferait les quelques grandes qualités d'un coach. Ok. Tu parlais aussi d'outils tout à l'heure. Donc, tu parlais d'outils que tu as fait plus qu'expérimenter et que tu as intégré, je dirais, sur lequel tu as été aussi, que tu es toujours formateur. Tu parlais de Gestalt, tu parlais de PNL, tu m'as parlé de sophrologie, tu m'as parlé d'AT, analyse transactionnelle. Quels sont les outils qui sont peut-être les plus adaptés pour une personne qui aimerait se lancer, qui aimerait commencer? En fait, quelle est la boîte à outils basique en fait, du coach qui démarre? Alors, moi j'aime dire que tous les chemins sont bons pour celui qui les choisit. Toute voie est royale pour celui qui l'a choisi. C'est-à-dire qu'il faut aller vers sa sensibilité. Il y a des gens qui vont, c'est le corps physique qui va être très important pour eux. Et donc, c'est là-dessus qu'ils vont. D'autres, ils sont plus branchés sur tout ce qui est énergétique, soins, etc. D'autres encore, c'est vraiment le facteur émotionnel. D'autres encore, c'est le facteur mental, enfin, spirituel. Donc, il y a tous les niveaux. Ensuite, en termes d'outils, pour moi, les grands fondamentaux qui ont fait l'histoire du coaching, hein, qui sont les sous-jacents de toutes les grosses démarches de coaching, c'est les grands courants qui ont influencé toutes ces approches, à commencer par la Gestalt, hein, qui nous vient de Fritz Perls. À l'origine, bon, c'est toute une démarche d'accueil, de prise en compte de ces émotions. Voilà. Après, on a l'analyse transactionnelle qui nous vient d'Eric Berne. Après, on a des outils qui vont un peu plus loin, comme l'hypnose ericksonienne aussi, qui est un gros courant de travail et d'outils. Tout ça, ça se complète un peu. La sophrologie. Alors, la sophrologie vient il y a notamment Caicedo qui a beaucoup influencé ça, mais à l'origine, ça vient du Hatha Yoga. Et on retrouve évidemment dans la sophrologie, puisque la sophrologie vient aussi du Hatha Yoga, donc pas mal de choses. Sauf que le yoga tel qu'il est pratiqué aujourd'hui n'est pas forcément la même chose que la sophrologie telle qu'on la pratique aujourd'hui. Voilà, alors, tous ces courants, évidemment, se rejoignent, s'approchent, se rapprochent, bien que ce sont des colorations assez différentes. Je parlais aussi de la systémie, hein, l'étude des systèmes. Donc, on a là des outils qui après se traduisent dans des cursus de formation au coaching où on a parfois fait le mélange de plusieurs de ces outils, parfois de manière un peu légère, parfois de manière finalement intéressante. Enfin, il y a tout en fait sur le marché. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que l'important, c'est de se former. Moi, j'ai envie de dire, c'est de se former en suivant la voie qui nous appelle. En fait. Voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que au-delà de ces outils, en fait, si on forme des professionnels, on va s'apercevoir que, en fait, pour t'expliquer, il y a ce qu'on va appeler des outils, par exemple l'AT, l'analyse fractionnelle, donc la Gestalt, on a parlé de la sophrologie, de l'hypnose ericksonienne, on pourrait parler aussi de l'énéagramme, hein, qui est une approche qui est vraiment très, très riche en termes de connaissance de soi, des autres, et dans les processus de transformation. Et quand on aborde tous ces outils-là, le sous-jacent à ça, il y a des principes. Il y a des principes qu'on retrouve dans tous ces outils. Et pour moi, un bon professionnel, s'il suit une bonne formation, il ira découvrir ces principes qui seront toujours les mêmes. Ouais. Les grands principes. Pour appliquer ces principes, il y a tout un ensemble d'outils. Et après, il y a la contextualisation de l'application de ces outils, que ce soit à l'égard de personnes qu'on accompagne ou de contextes dans lesquels ces personnes sont. Tu vois. Donc ça fait un ensemble qui font la richesse en fait de ce métier, de ces formations. Voilà. Donc là, je te donne beaucoup d'éléments en même temps, mais c'est pour te dire que c'est un vrai métier. Hein, moi, si on s'intéresse, c'est ce qu'on veut approfondir. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est vrai que quand on commence à apprendre un outil, et puis un autre, et puis un autre, et puis encore un autre, on voit plein de choses qui se recoupent. Par exemple, tu me parlais d'énéagramme, tu me parlais de l'analyse transactionnelle.
Tu prends un outil comme la Process Scrum, par exemple, Oui. les bases sont plus ou moins les mêmes. Après, tout ce qui va toucher à, tout ce qui va toucher à l'hypnose, tout ce qui va toucher à l'auto-hypnose, tout ce qui va toucher à, je dirais, ce que certains appellent le quantique, ça va avoir des racines un petit peu communes, axées sur l'inconscient, le subconscient, ces choses-là. Jouer avec le subconscient, je suis tout à fait d'accord que c'est un art aussi de savoir reconnecter les points entre eux pour peut-être même se créer ses propres outils par la suite. Eh bien, oui, de toute façon, parce que même si on se forme après, de toute façon, un coach, il va, il va apprécier certains outils qu'il va utiliser de plus en plus, en fonction aussi des publics qu'il va avoir, des problématiques qu'il va rencontrer. Alors, moi, je vais parler un peu pour ma ferme, mais en gros, bon, j'ai la chance de former des centaines de personnes, moi, tous les ans, notamment à la PNL. Et donc, j'ai des gens, parce que comme j'ai une expertise, je commence, qui est, je pense aujourd'hui largement reconnue, j'ai la chance d'avoir des gens qui n'arrivent pas à zéro, en fait. Hein. Parfois, certains d'entre eux ont déjà des formations pointues dans beaucoup de domaines, comme ça a été le cas pour moi. Et j'ose affirmer aujourd'hui que dans le cadre de la PNL, tous ceux qui sont revenus vers la PNL et qui ont fait une formation sérieuse dans le domaine m'ont dit au sorti de la PNL, écoute, Polo, je pense que à ce jour, ça a été pour moi l'outil, un des outils les plus riches en termes de connaissances de fonctionnement du cerveau, du système nerveux, de tous ces apprentissages qu'on peut reconnaître, découvrir et améliorer en permanence. Voilà, donc, pour moi, la PNL restera, je pense, enfin, même si après je l'ai enrichi de beaucoup d'autres approches, hein, comme l'énéagramme, tout ça. On fait d'ailleurs beaucoup de ponts quand les gens sont en formation chez nous, on fait des ponts avec beaucoup d'approches. Mais je me rends compte quand même que une formation complète en PNL, pour moi, ça a été probablement un des accélérateurs les plus puissants que j'ai connus chez moi et chez beaucoup de personnes aujourd'hui qui assurent des, voilà, des fonctions dans les métiers de l'accompagnement. Yes. C'est vraiment une belle synthèse, on pourrait dire, du fonctionnement humain. Et voilà. Mais après, c'est comme tous les outils, faut que ça nous corresponde, encore une fois, il faut que ça nous parle. Donc, moi, j'aime dire au départ, ouvrez les portes, allez ouvrir différentes portes, rencontrer différentes personnes. Et puis, il y a les outils, puis il y a aussi les personnes qui les enseignent. Ça fait une énorme différence. Hein. On peut aimer ou pas aimer la guitare en fonction du prof de musique que l'on a. C'est pareil avec l'évolution personnelle. Donc, ouvrez les portes au départ. Et puis après, une fois que vous avez une voie qui commence à se dessiner, moi, j'invite tout coach à travailler en profondeur. Parce que, en fait, c'est vraiment la profondeur qui paye. La profondeur, c'est de l'approfondissement. Hein, c'est pas garder les choses en surface en touchant à tout. C'est bien au départ pour s'ouvrir, mais après, prenez une voie, celle qui vous plaît, et allez à fond dedans. Parce qu'à travers cette voie-là, on retrouvera tout, en fait, à un moment donné. Pas forcément de la même façon, mais voilà. Après, c'est des cultures aussi. Voilà. Je crois qu'il faut suivre son cœur, en fait. Et puis, écouter la vie, les signes, tout ça. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et je crois que c'est aussi intéressant d'être véritablement à l'écoute de son environnement, parce qu'on évolue avec lui. Et voilà, faut savoir s'ouvrir aux signes, comme on dit. Est-ce que tu remarques une corrélation entre la personne qui veut devenir coach, qui a peut-être des besoins perso de développement personnel, et les outils que la personne choisit? Ah, c'est sûr. D'abord, on le voit dans les phases de transformation, des gens qui ont eu des transformations importantes suite à des situations de vie qui ont été compliquées, vont trouver dans certains outils, évidemment, ils auront une sensibilité qui est plus forte parce que l'outil leur a tellement parlé, leur a tellement permis de se transformer que du coup, ils vont le reconnaître comme quelque chose de superbe. Ils auront envie, évidemment, plus particulièrement de l'utiliser pour accompagner d'autres personnes. Et c'est bien parce que ça va donner une couleur tout à fait en adéquation avec leur histoire. Et c'est ça qui va faire aussi la richesse de ce coach ou de ce thérapeute ou de cet accompagnant parce qu'il a forgé, il a puisé dans ses formations, on va dire, dans ses rencontres, dans ses formations, les outils qui lui ont le plus permis de peut-être se transformer. Et c'est pour ça qu'il est bon.
C'est pour ça qu'il va attirer d'une certaine manière, c'est pour ça qu'il va pouvoir connecter aussi d'une certaine manière avec les gens et du coup les amener sur un parcours de transformation qui sera puissant. Donc, chacun a sa coloration. Et je pense qu'on ne choisit pas seulement une démarche de coaching, on choisit un coach, on choisit une identité parce qu'il y a une connexion qui se fait avec cette personne. Et puis, voilà, ça va durer un certain temps. Et puis après, on va évoluer, on va peut-être changer de coach ou d'environnement ou d'approche. Voilà, c'est un voyage, en fait, hein, l'évolution de soi. Et ouais. OK, merci pour ces éclaircissements. Parlons peut-être, je propose qu'on parle d'un aspect qui n'est pas forcément souvent, enfin même très très peu abordé dans les écoles de coaching, c'est tout ce qui touche aux clients en fait, trouver des clients. Donc je vois beaucoup de personnes au départ, donc peut-être que je suis convaincu que ça va aider des jeunes coachs ou des personnes qui veulent se lancer. Au départ, on part souvent du fantasme que trouver des clients, ça va être facile, ça va être simple. Qu'est-ce que tu conseillerais par rapport à ça à une personne qui voudrait se lancer ou qui est en train de se lancer vis-à-vis de ces aspects-là, du développement de son activité? Alors, ça, c'est un point qui est très, très important. Parce que peut être un très, très bon coach et ne pas avoir de clients. Elle peut être un coach relativement moyen et pour le coup avoir beaucoup de clients. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est le marketing. C'est la faculté à attirer des gens à vous. Donc, ça veut dire que ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à intégrer dans le développement d'une activité aujourd'hui. À moins d'être coach pour une boîte qui vous fournit évidemment des clients, mais à partir du moment où vous cherchez, où une personne veut être indépendante, se développer, il va falloir qu'elle apprenne aujourd'hui à justement se faire connaître. Se faire connaître, ça répond à 3 choses très importantes. La première, c'est d'attirer des personnes. Et pour attirer des personnes, la première, c'est attirer des personnes. La deuxième, c'est de connecter avec ces personnes pour créer une relation. Et en fonction de cette relation, ensuite, eh bien, il y aura à délivrer, on pourrait dire, des prestations. Prestations individuelles ou collectives, et différents champs. Donc, oui, attirer, moi, je mets souvent ça sous la forme d'un triangle, hein, et une façon d'attirer. L'idée ensuite, c'est de convertir, on va dire convertir ou en tout cas créer une relation voilà, pour coopérer avec la personne. Et ensuite, on va livrer des prestations. Et être un très bon coach, c'est jouer sur ces 3 facettes-là pour apprendre à développer son activité à travers ces 3 facettes-là. Les 3 premiers, la première facette, on va dire, qui est d'attirer, la première chose, c'est de se faire un travail un peu approfondi sur son positionnement. Qui suis-je? Quelle est mon identité? Et quel est le service particulier que j'apporte? Sur quelle problématique, en fait, je vais me positionner? La deuxième chose, c'est d'apprendre à communiquer autour, justement, de cette problématique, c'est-à-dire à toucher les bonnes personnes avec les bons mots. Donc, il y a tout un nuage, on pourrait dire, de vocabulaire à acquérir pour savoir parler de la problématique des gens ou des personnes vers lesquelles je voudrais m'orienter, et puis surtout de bien comprendre leurs problématiques, leurs désirs, où est-ce qu'ils veulent aller. Enfin, bref, il faut apprendre à communiquer là-dessus, parce que sinon, ça va être compliqué. Et la troisième chose, c'est d'utiliser évidemment les technologies d'aujourd'hui pour attirer des gens, hein, c'est-à-dire en gros les réseaux sociaux. Mais ces trois premiers piliers vont ensemble, hein, c'est-à-dire qu'un bon positionnement, une capacité à communiquer auprès des bonnes personnes, et puis ensuite à rayonner cette information de manière suffisamment importante pour que des gens aient envie d'aller repérer ce coach. C'est ce que nous, on fait dans le cadre de cycles d'accompagnement qu'on a en complément des formations. La deuxième chose, ensuite, une fois qu'on s'est attiré, eh bien, c'est de convertir, parce que ce n'est pas tout de savoir attirer, faire du bruit, on va dire. On peut faire beaucoup de bruit, mais après, l'idée, c'est de convertir. Convertir, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer une relation. Créer une relation sur quoi? C'est offrir à la personne l'occasion de découvrir comment ensemble on peut commencer à avancer. Donc, ça veut dire pour le coach, savoir par des outils qu'on a principalement sur le web, offrir en fait aux personnes qu'elle a attiré l'occasion d'évaluer, de donner l'occasion d'évaluer ses compétences, c'est-à-dire permettre en gros aux gens qu'on a attirés de résoudre à court terme des problématiques qu'ils ont, que ce soit par des vidéos, des PDF, des choses comme ça. Voilà, c'est créer une relation, éventuellement créer une communauté.
de personnes pour pouvoir nourrir en fait, ces personnes. Donc là, on est toujours dans le rayonnement, en fait, et on n'a toujours rien vendu. Hein. On a attiré des gens à nous, on les a en quelque sorte convertis en leur donnant du contenu gratuit, en leur proposant d'évoluer par du contenu de qualité. Et puis, après, la confiance va s'instaurer, la relation va s'instaurer. Et puis, ensuite, on va pouvoir, en tant que professionnel, faire des offres à court terme qui répondent à des problématiques immédiates, avoir ensuite un positionnement de prestation de service un peu plus poussé, on va appeler une offre un peu plus globale, mais qui doit toujours être cohérente avec ce qu'on a évoqué avant. Et puis, il peut y avoir après des compléments d'offres qui vont être faites, soit avec des partenaires, soit en fonction aussi des demandes des personnes que nous accompagnons. Donc, on voit que tout ça, je le fais très court, mais c'est un vrai job en fait. Hein. Ça se met en place, ça se structure et on ne réussit pas comme ça de manière aléatoire. Enfin, il y a des processus à suivre aujourd'hui pour que ça fonctionne. Et là-dedans, ce qui est très important, c'est que le coach puisse faire sa différence, sa propre différence. On parle parfois de… Les gens me disent « Ah, mais Polo, comment je peux faire? Il y a tellement de coachs sur le marché. » Ben oui, mais il n'y en a qu'un qui sera comme toi, en fait. Mais le comme toi en question, il faut le faire grandir. Il a besoin de pousser. C'est comme un arbre, une plante. Il va falloir l'arroser, la laisser prendre forme, la nourrir pendant un certain temps. Et puis, au bout d'un moment, elle va commencer à donner des fruits et c'est là qu'elle va attirer du monde. C'est un peu le même processus pour un coach. Voilà. Donc, pour aussi accompagner les coachs à développer leurs activités, je me rends compte à quel point que la compétence de coach ne suffit pas. Tu vois, je peux être un très bon peintre et pas avoir de clients. Voilà, il faut bien que je les attire. Et ça fait partie du marketing. Et c'est une donnée importante aujourd'hui dans le positionnement d'un coach, c'est de savoir oser rayonner et rayonner au bon endroit et auprès des bonnes personnes et d'une manière qui lui correspond vraiment, en fait. Voilà. C'est plaisant à faire ça. Ça fait partie pour moi du job, en fait. Yes. Donc, tu parlais de triangle tout à l'heure, donc entre attraction, donc conversion, délivrer son coaching. Donc, j'imagine que les trois pôles du triangle, c'est un triangle isocèle. Oui. Et qu'on accorde autant d'importance dans les trois pour… Après, il y a des sous-piliers encore dans les trois, mais effectivement, c'est pour donner une synthèse un petit peu, c'est différent les trois. Et c'est vrai dans toutes sortes d'activités, hein, c'est pas seulement dans le coaching, mais toutes sortes d'activités. J'ai même envie de dire dans la vie de tous les jours, je veux dire, si vous voulez avoir une vie réussie dans la vie affective, il va falloir attirer. Et puis, une fois que vous avez attiré, il faut convertir et ensuite, il faut livrer, il faut être présent, il faut donner, etc. Et c'est cette qualité à tous ces niveaux qui fait aujourd'hui, et ça fait partie vraiment pour moi des évolutions qu'on a vues dans ces dernières années. Moi-même, je suis toujours en formation, je suis toujours dans des masterminds et je grandis en permanence en fait sur l'ensemble de ces piliers. Et ça veut dire qu'il y a des moments où on est bon, des moments où on est moins bon. Et l'objectif, c'est de continuer à progresser dans toutes ces dimensions. Ouais. Ça fait aussi partie du métier, en gros. Yes, ok. Et si tu avais une dernière chose, un dernier conseil à ajouter pour une personne qui commence ou qui manque encore un petit peu de conseils, de confiance, qu'est-ce que tu lui dirais en termes de conseils? Alors déjà, la confiance, elle va venir en le pratiquant, puisque les gens disent « Ah, mais Polo, je n'ai pas assez confiance. » Non, mais la confiance, elle va venir en jouant. Donc, c'est en jouant qu'on va jouer. Donc, oser jouer, oser mettre en avant ce jeu, JE et JEU. Oser, voilà, avoir le culot d'oser faire ce que le cœur vous dicte, en fait. Avancer, voilà. Et jouer sa partie. Jouer. Mais il faut savoir que les choses vont prendre en le faisant, en fait. Voilà. Donc, si c'est quelque chose qui vous anime vraiment, que de faire du coaching, de l'accompagnement, commencez à le faire. Commencez à le faire dès aujourd'hui avec les gens que vous rencontrez. Et puis, formez-vous et continuez à croire en cet appel de l'intérieur. Et si vous sentez que c'est solide, cet appel, on ne peut pas se tromper en gros, si on suit son cœur. C'est clair. Super. Merci beaucoup en tout cas, Paul. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Vous tapez mon nom, Paul Pironnet, sur Google, YouTube, tout ce que vous voulez.
j'ai une masse de contenu et sur YouTube, et sur Facebook, et sur Instagram. C'est très facile de me retrouver. Puis j'ai un site internet sur lequel sont exposées aussi toutes les formations, tous les programmes. Ok, super. En tout cas, merci infiniment pour tout ça, toute cette valeur que tu as délivrée aux personnes qui ont regardé cette interview. Merci infiniment et je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à très très bientôt, Paul. Merci Olivier et bon cheminement à tous. Merci. Au revoir.